Philippe Burnel, vous êtes délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère de la Santé. On vous a gardé à la fin, évidemment, pour la bonne réaction que vous allez avoir par rapport à toutes les interventions. Vous allez nous parler surtout de la coordination des soins, puis un petit peu aussi objets connectés. Mais globalement, après avoir écouté cette effervescence technologique, ces projets, etc., et puis la difficulté quand même de réalisation au ministère de la Santé, quel est votre point de vue ? Allez-y, oui. Voilà, et là, vous avez compris, il faut appuyer sur le bouton. Le green button. Juste pour appuyer sur le bouton, donc voilà. La première n'a pas d'intérêt. Alors, globalement, avant de nous parler de la coordination des soins, quel ressentiment vous avez après avoir écouté toutes ces interventions? Vous dites, c'est difficile ou est-ce qu'on avance? Non, moi, je suis plutôt à l'aise. Enfin, en entendant durant les interventions, je m'y retrouve. Et en plus, ce sont tous des dossiers que je connais, ce sont des dossiers sur lesquels on échange, et ce sont des dossiers qui s'inscrivent dans une vision partagée où, alors dans la vie concrète, ce n'est pas toujours aussi facile que ça, mais en tout cas dans la conception qu'on a du système, dans le design du système d'information, on est parfaitement articulé, on travaille avec la CNAM de façon très régulière. D'ailleurs, c'est une volonté de l'État que de changer le porteur du DMP, de passer d'une agence technique à une agence qui a une relation, à un opérateur qui a une relation fréquente, naturelle et organisée avec les professionnels de santé. C'est ça l'idée de passer de l'ASIP à la CNAM. Et puis, on travaille évidemment avec les ARS et les GCS porteurs de TSN, puisque TSN, c'est effectivement, je dirais d'une certaine manière, l'étape d'après en termes de diffusion. Mais c'est un peu sur quoi je voudrais revenir. L'idée simplement, c'est que quand on parle de médecine de parcours, l'idée c'est simplement, évidemment, ça va de soi, que d'une certaine manière, tout patient est dans une logique de parcours. Simplement, il y a des parcours plus ou moins intenses. Il y a des parcours où on voit un professionnel de santé tous les 3 ans, il y a des parcours dans lesquels on voit un professionnel de santé tous les 15 jours. Donc évidemment, on voit bien que ce n'est pas le même type de parcours et que les exigences d'échange et de coordination sont évidemment pas les mêmes. Et que quand on définit un parcours, alors à des degrés plus ou moins importants, ce que je voulais simplement montrer avec cette diapo, c'est que les systèmes d'information, c'était dit par Nicolas Poussou, mais c'est également, quand je regardais les posters tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux le disent très clairement, les systèmes d'information, ce n'est qu'une partie de l'organisation des parcours, et il y a toute une série de préalables. C'est-à-dire que si on pose un ordinateur au milieu d'un groupe de professionnels de santé, il ne se passera rien s'il n'y a pas un minimum d'organisation. Donc, et donc, rappelez simplement, mais tout ça est issu assez largement d'une littérature bien connue, la médecine de parcours, ça veut dire qu'au départ, il y a des orientations cliniques, c'est-à-dire qu'on a une certaine manière de concevoir, sur les bases de données de la science, la bonne prise en charge d'un patient, en fonction de la pathologie qui est la sienne, qu'en général, on met en place des protocoles plus ou moins denses, mais il y a une certaine manière de protocoliser, d'organiser la prise en charge du patient. Donc, c'est ça qu'on va organiser. Deuxième chose, c'est que ça débouche souvent sur une logique de stratification des patients. Donc, on va faire des catégories de patients, et notamment des patients qui vont exiger des degrés de coordination, une intensité de coordination plus ou moins importante. C'est sur quoi j'avais commencé cet exposé. Troisièmement, en général, il y a forcément une organisation pour supporter ça. Je dirais, les professionnels ne se coordonnent pas spontanément s'il n'y a pas un minimum de rencontres entre eux, de points d'accord, d'échanges téléphoniques, formels ou informels. Il y a bien à un moment donné un minimum d'organisation à mettre en place. Dans les cas les plus ambitieux, il y a une gouvernance. Et enfin, il y a des systèmes d'information. Sur ces systèmes d'information, la vision qu'on a, c'est de dire qu'il y a 2 échanges. Et justement, par rapport à cette vision d'organisation, il y a un premier niveau d'exigence qui a été évoqué plusieurs reprises dans les exposés, c'est de dire qu'il y a un niveau minimum, et ça, on doit pouvoir le garantir parce que c'est finalement assez peu exigeant en termes de préalable organisationnel. Si je vais échanger avec un professionnel de santé sur une messagerie, je n'ai pas besoin de me mettre d'accord avec lui sur des protocoles. J'ai simplement besoin de lui envoyer un message, j'ai simplement de savoir connaître son adresse, et ensuite il en fait l'usage qui lui paraît bon de faire. Donc c'est très peu exigeant en exigence. Je profite au passage, parlant de messagerie sécurisée, que ce qui est construit, ce n'est pas une messagerie monopole, c'est un espace d'interopérabilité, et que notre ambition, c'est de permettre à des messageries sécurisées, dont AppyCrypt, de participer à un échange, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone avec un abonnement Orange, on peut téléphoner à quelqu'un qui a un abonnement SFR. Aujourd'hui, on ne peut parler qu'entre Orange et qu'entre SFR. Notre ambition, et c'est ça qu'a fait la ZIP, c'est un espace d'interopérabilité qui permet à des messageries sécurisées d'échanger entre elles, à des abonnés de messagerie téléphonique, de messagerie sécurisée, d'échanger entre eux. Donc, messagerie. Deuxième niveau, un peu plus exigeant en termes de pratique professionnelle, c'est le partage. Le partage, là, pour le coup, je ne sais pas forcément à l'avance qui, demain, va consulter l'information que j'ai versée dans le dossier du patient.
L'échange, je sais, j'envoie une information à mon confrère, je sais qui je l'envoie, je sais dans quel contexte je lui envoie l'information. Dans le partage, je vais verser l'information dans un dossier, papier dans le passé, électronique aujourd'hui, quelqu'un va la trouver demain, après-demain, dans 2 ans, dans 5 ans, donc on voit bien que c'est plus engageant pour le professionnel de santé, puisqu'encore une fois, il ne connaît pas le contexte dans lequel l'information qu'il a déposée sera lue. Alors, c'est le dossier médical partagé, je vais revenir, c'est le dossier communicant en cancérologie, c'est aussi le principe du dossier pharmaceutique, hein, tout ça sont des outils de partage. J'ai mis au passage, mais je passe dessus, les sujets de téléconsultation, ce que pas l'objet de cet exposé. Et puis il y a un deuxième niveau d'ambition qui a été évoqué à plusieurs reprises dans des exposés ou qui a été évoqué à propos de certains éléments de Pascaline ou de la région Île-de-France, quand on parle du dossier de parcours. Pour moi, le dossier de parcours, le DMP est un outil de parcours. Simplement, il y a des parcours patients qui, à un moment donné, ont une telle intensité d'échange entre professionnels qu'on a besoin d'outils plus spécifiques qu'un simple DMP dans lequel on échange et on lit ce qui a été mis dedans. Voilà. C'est ce qu'on connaît à l'intérieur d'un établissement de santé. Un établissement de santé, c'est quoi? C'est un parcours. Quand un patient qui rentre dans un hôpital et qui sort d'un hôpital ou d'une clinique, c'est un parcours. C'est un parcours à très haute intensité d'échange, d'intervention et d'échange professionnels. Et qu'est-ce qu'on voit dans un hôpital? Il n'y a pas simplement un dossier électronique, il y a des outils de gestion de workflow qui vont gérer les échanges, les interactions entre les différents professionnels des différents services. Eh bien, c'est ce qui existe au sein des établissements de santé. C'est ça, finalement, l'ambition. On y reviendra là de certains aspects de l'outil TSN, c'est de mettre à disposition de professionnels qui appartiennent à des entités différentes, des hôpitaux, des libéraux, des laboratoires, des radiologies, des services de radiologie, de pouvoir justement interagir entre eux. C'est ce qu'on voit par exemple dans certains éléments dans PERPA. La prescription électronique, ça rentre là-dedans. Alors, en termes de déploiement, compte tenu de ça, eh bien, la stratégie qui est la nôtre, elle est simple, et vous l'avez compris ce matin. Notre priorité, et on l'a très clairement dit, notamment aux agences régionales de santé, la priorité aujourd'hui, c'est d'assurer la diffusion et l'usage des outils de premier niveau. Ça ne sert à rien de diffuser, d'investir beaucoup de ressources dans des outils extrêmement sophistiqués si les organisations qui seraient susceptibles de les utiliser n'existent pas. Il faut fabriquer des outils et mettre à disposition des outils pour la médecine d'aujourd'hui. Donc c'est la création d'espaces de confiance, je l'évoquais tout à l'heure, pour les messageries sécurisées. C'est le projet de relance du dossier médical partagé qui a été confié donc, à la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est la généralisation qui est bien enclenchée du dossier communicant de cancérologie. On faisait un point il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on doit être à 85%, je pense, de comptes rendus de RCP qui sont numérisés, qui sont en situation d'être partagés, en tout cas entre les intervenants directs du cancer, pas encore, malheureusement, suffisamment souvent avec le médecin traitant du patient. Troisième élément de ce premier niveau, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais vous savez, un certain nombre d'entre vous y participent, c'est l'expérimentation de prescription dématérialisée que porte aussi la Caisse d'assurance maladie, qui d'ailleurs, dans certains territoires TSN, qui s'accroche à certains territoires TSN. Le deuxième niveau, c'est un niveau d'ambition supérieure, c'est justement comment équiper ces processus interactifs qui progressivement vont se mettre en œuvre, qui existent ici ou là. Quand j'entendais par exemple votre confrère de la Creuse expliquer comment ils avaient développé un dossier partagé, on voit bien que là on a, à l'échelle d'une petite communauté de gens qui se connaissent bien, des processus interactifs, mais à une échelle effectivement, encore une fois, il y a un préalable, c'est que ces gens se connaissent, se sont organisés, ils ont pris un certain nombre de dispositions ensemble avant de décider de partager des informations et d'interagir entre eux. Donc, en termes de stratégie pour nous, le but, c'est le rôle des expérimentations TSN, c'est justement de préparer ces outils. Donc, on a confié à 5 régions le fait d'élaborer des outils. Est-ce que les 5 régions réussiront? Est-ce qu'elles aboutiront toutes les 5 à proposer des objets concurrentiels? Écoutez, on le verra bien, on verra ça courant 2017. Mais l'idée, c'est bien, une fois sur la base de ces expérimentations, d'avoir des produits industriels, des produits qui puissent être ensuite diffusés, étendus non seulement à l'intérieur de ces régions, mais évidemment en dehors de ces régions, et en lien avec l'évolution des organisations. On a parlé à plusieurs reprises des PTA. Clairement, TSN, ça a du sens en appui ou en accompagnement de structures de coordination qui peuvent être, par exemple, des plateformes territoriales d'appui. Je n'ai pas trop le temps, je pense que je vois qu'il y a un petit peu d'agitation, d'évoquer un troisième aspect sur les objets connectés. Sur les objets connectés, juste deux mots. Vous savez qu'aujourd'hui, une partie des objets connectés ou des applications mobiles relèvent de champ du dispositif médical et que là, elles font l'objet d'une régulation et de quelqu'un qui vous garantit, si vous les prescrivez, qu'elles satisfont un certain nombre d'exigences. Mais de plus en plus, on voit aussi apparaître, alors de l'autre côté de la distribution, en quelque sorte, des applications bien-être, que les patients achètent en tant que clients. Et même de la manière, ça marche pas, ça dit des choses idiotes ou pas, peu importe. Mais entre les deux, on voit quand même se développer de plus en plus d'applications qui sont entre justement le dispositif médical et l'application de bien-être, qui tiennent un discours médical,
qui traite de la donnée personnelle et pour lequel on observe quelquefois que le discours médical tenu est absolument erroné, peut induire le patient, ou en tout cas l'utilisateur, dans l'erreur. Et donc le schéma sur lequel nous avons travaillé avec les patients, les industriels, les administrations concernées et les ordres professionnels, en l'occurrence le CNOM s'est beaucoup investi là-dessus, c'est de proposer l'élaboration d'un label sécurité qui puisse permettre de garantir à l'utilisateur, c'est un label, donc encore une fois l'industriel s'y soumettra ou ne s'y soumettra pas, le label sera délivré par un organisme certificateur, pas par l'administration, et qui permettra de garantir à celui qui l'achète ou au professionnel qui en recommanderait l'usage que l'objet ou l'application connectée mesure ou dit des choses médicalement pertinentes, et deuxièmement, que la manière dont il utilise les données personnelles qui sont à l'intérieur sont conformes aux exigences de la loi informatique et liberté. Et puis, dernier élément, je pense que dans ce deuxième ensemble d'outils, encore une fois très liés aux innovations organisationnelles, je pense qu'aussi il y a une bonne partie de ce qu'on peut voir apparaître, qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est pas entre les mains de l'administration, qui n'est pas entre les mains des ARS, qui est quelque part dans une start-up, je ne sais où, peut-être ici, peut-être ailleurs. Et donc il y a évidemment dans notre approche l'idée qu'il y a évidemment des constructions délibérées à l'initiative de l'administration, mais il y a aussi une approche de ce qu'on appelle l'innovation ouverte, qui consiste à se mettre en situation de pouvoir repérer les innovations intéressantes, de pouvoir les évaluer, et ensuite, évidemment, dès lors que l'évaluation serait positive, ce qui pose des problèmes méthodologiques sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, évidemment, de pouvoir en favoriser la diffusion. Donc simplement, le message, c'est que tout n'a évidemment pas vocation à venir des ARS ou de l'administration, mais il y a évidemment beaucoup de choses dans ce champ-là qui ont vocation à venir d'innovateurs, d'entrepreneurs, qu'ils soient professionnels de santé ou qu'ils soient d'un autre univers, et étant amenés à travailler avec eux. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. La route est droite, la pente n'est pas si raide que ça, apparemment, donc on est ravis. Luc Duquesnel, donc, oui. commentaire. Une réaction, parce que bon, c'est vrai que moi je suis admiratif par rapport à tout ce que nos confrères dans les différentes URPS ont fait. Et pour autant, je me dis, quand est-ce que, allez, on n'aura jamais la cible de 100%, quand est-ce que 80% des professionnels de santé, entre autres des médecins, entre médecins, utiliseront tout ce qu'on a vu? On a identifié les besoins et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'avis du... Moi, je suis d'abord utilisateur, médecin généraliste, je suis aussi porteur de projet. Et quand j'ai voulu, ça a été dit tout à l'heure, j'ai pris conscience au fil du temps que je n'étais que médecin généraliste, que je n'étais pas informaticien, que je n'étais pas juriste. Et donc, quand je veux monter quelque chose, j'essaye de me faire accompagner. Et donc, pour avoir un logiciel métier pour les 70 professionnels pluriprofessionnels de mon pôle de santé, je me suis fait accompagner par le GCSI Santé. On a écrit un cahier des charges en français. Ça a été transformé en termes informatique. On a fait un appel d'offres, une grille de lecture, et on a fini par choisir un éditeur de logiciels sur une super présentation. Et résultat, finalement, on a dû être bêta-testeur pendant 2 ans de cet outil. Bêta-testeur pendant 2 ans de cet outil. Voilà. Hier matin, j'ai présenté une plateforme d'appui qui s'appuie sur un système d'information pour l'exercice coordonné, pour la plateforme d'appui, qui sera hébergée par la plateforme numérique sur la région. L'ARS, avec raison, par rapport aux objectifs fixés, nous amenait à choisir un système d'information, d'exercice coordonné, le même qui, a priori, je pense, sera utilisé dans l'océan Indien. Même chose, on va nous demander d'être bêta-testeurs. Je tiens juste à rappeler que nous sommes tous des professionnels de santé libéraux et qu'on n'est pas détachés de nos cabinets pour pouvoir consacrer du temps. Je veux dire, en même temps, d'abord, il faut répondre aux demandes de soins des patients et il faut quand même faire tourner la boutique. Ce qui m'amène à dire, et je vois en même temps que dans d'autres régions, on fait la même chose, c'est-à-dire chaque région essaye d'inventer le fil à couper le beurre. Et pour mon projet, là, quand je vais voir les éditeurs de logiciels de la FEMA, je tiens d'abord à rappeler qu'ils ne sont pas tous dans la FEMA. Première chose, il y en a importants qui ne sont pas dans la FEMA. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Mais attendez, des systèmes d'information d'exercice coordonné, nous on veut bien, parce qu'en effet, pour que ce soit utilisé par 80% du terrain, il faut que ce soit ergonomique, interopérable, tout ça. Alors ils me disent, mais attendez, on ne va pas travailler. Vous ne croyez pas qu'on va rendre interopérable le logiciel avec tous les projets qui sont en train d'être faits dans toute la région?
C'est net, mais c'est normal, c'est une logique entrepreneuriale. Entre travailler pour 50 000 clients ou travailler pour 300, c'est pas la même chose. Donc on sait qu'on les aura pas. Et donc là, c'est là que je suis un peu inquiet par rapport... Alors moi, j'adhère totalement au travail qui est fait en Île-de-France. Je veux dire, c'est voilà, les besoins, mais aussi la faisabilité. Parce que quelque part, arriver à des super outils, c'est exactement comme si, en sortant de ce séminaire ici, on nous mettait tous entre les mains une Ferrari, le super outil, mais qu'on ne va pas être en capacité d'utiliser. Si on veut l'utiliser à 80% des possibilités, peut-être vous, mais enfin pas moi, médecin généraliste, on va tous se retrouver au fossé. Très clairement, on est 3%. Donc moi, je n'ai pas forcément besoin d'une Ferrari pour répondre aux besoins de tous ces besoins de parcours, de prise en charge de la population. Et je me dis, mais j'ai terminé, je trouve que quelque part, au niveau du ministère, il y aurait quand même besoin d'avoir une vue d'ensemble et, au travers de ces expérimentations, d'essayer d'éviter que chacun invente le fil à couper le beurre dans sa région et qu'on ait la vision d'une cible pour qu'on aille tous dans le même sens, parce que je suis quand même très très inquiet vers où on va. Pour choisir mon logiciel, je tiens quand même à rappeler que l'ASIP Santé, pour ce qui est de ceux qui répondaient soi-disant au cahier des charges, c'était du déclaratif. Et qu'on a même vu un éditeur de logiciels qu'on pouvait choisir pour nos maisons de santé, dont l'hébergement des données de santé n'avait même pas l'agrément CNIL. Et nous, sur le terrain, je vous dis, je ne suis que médecin généraliste. Merci. Et c'est ça la vraie vie de nous, professionnels sur le terrain. Merci, Luc Lucanet. C'était un peu l'objectif de cette table ronde, montrer qu'il y a une effervescence et puis qu'il y a une articulation, une mise en musique de tout ça. Alors, vous voulez dire un mot? Dites merci, c'est ça? Merci, votre mot, non? Oui, merci. Mais juste un mot c'est un des objectifs clairs des programmes TSN. Et le deal qu'on a passé aujourd'hui avec les industriels, c'est qu'il n'y a pas de projet dans le cadre de TSN qui ne soit pas dans un cadre global des 5 régions. Donc on est vraiment dans ce que vous dites, c'est vraiment la réponse à cette question. On est dans ce deal entre les industriels et nous sur on veut que ce qu'on fait sur une région soit forcément diffusable sur l'ensemble des régions. Voilà, merci. Vous êtes d'accord? Merci. Philippe, un mot, non? Vous êtes d'accord? Non, mais juste, enfin, encore une fois, il y a une articulation. C'est une Les ARS, globale, les 5 régions ne travaillent pas simplement de leur côté. D'abord, elles se réunissent très régulièrement, elles échangent, voire même certains programmes sont confiés à l'une d'entre elles. Je pense que le carnet de vaccination, il n'y a pas 5 carnets de vaccination, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne qui en a la responsabilité. Donc on est bien dans ce schéma. Maintenant, il y a aussi une part d'expérimentation. Et je pense que sur certains sujets très innovants, on peut se permettre d'avoir 5 expérimentations parallèles, pas 17, mais 5. Moi, je vais être très bref parce que le temps est compté. Oui, j'ai pris ton micro. Ce n'est pas un problème. Je donne l'exemple du carnet de vaccination qui est géré par l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes sur nos projets avec des fonds que l'on gère en partenariat avec l'ARS. On a clairement un frein des éditeurs de la FEIMA pour que notre carnet soit probablement implémenté. On a un deuxième frein, c'est le développement d'une version mobile. Mais là, je crois qu'il faut que nous, médecins libéraux, on se prenne en main. Clairement, l'URPS, avec ses fonds, va payer la version mobile, de manière à ce que d'un carnet de vaccination géré sur un poste fixe de médecin, demain, n'importe quel kiné, infirmier, médecin, pharmacien puisse créer le carnet de vaccination pour faire un effet boule de neige. Ça, c'est le premier point. On a la capacité souvent financière à le faire. Il ne faut pas hésiter à mettre la main au portefeuille si jamais on se rend compte qu'il y a un frein, soit de la partenaire industrielle, soit parce que le processus décisionnaire ministériel ou XY nous freine. Ça, c'est l'élément essentiel à faire. Pas plus. Merci de cette intervention qui était quand même assez capitale.